Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Simon Dulmage, Mutation et déterminisme chez Bourdieu, Épistémologie de la sociologie de l'art de Bourdieu, 2014. Béatrice Jeannotfourcaud, Antoine Delcroix, Marie-Paul Poggi, Dire. Contexte, effet de contexte et didactique des langues, 2014. Yannick Brunpicard, Plus loin que le développement durable, la durabilité, 2014. Jean-Michel Lebeau, Éléments d'écologie humaine, 2014. Claude Giraud, Qu'est-ce qui fait société, 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle. Tome 4, Poussée d'émancipation et violence colonisatrice, 2014. Khosrow Maleki, Introduction à la sociologie du mécontentement social, 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago, 2014. Jean-Michel Bessette, Être socio-anthropologue aujourd'hui, 2014. Alexandre Daflon, Il faut bien que jeunesse se fasse. Ethnographie d'une société de jeunesse campagnarde, 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago, 2014. Dominique Martin, Relations de travail et changement social, 2014. Thomas Pierre, L'action en force et les forces en action. Sociologie pragmatique des forces, 2014. Jean Ferrette, Dire, Souffrance hiérarchique au travail. L'exemple du secteur public, 2014. Sous la direction de Sandrine Guémard et Angel Eguido, Mobilité et transport durable, des enjeux sécuritaires et de santé, 2014. Simon Tabet, Le projet sociologique de Zygmunt Bauman. Vers une approche critique de la postmodernité, 2014. Pascal Marcotte et Olivier Thevenin, Dire, Sociabilité et transmission dans les expériences de loisirs, 2014. Guillaume Brie, Des pédophiles derrière les barreaux. Comment traiter un crime absolu, 2014. Préface. Que signifie le fait d'être satisfait ou d'être déçu par un film que l'on vient de voir au cinéma? Est-ce que l'on est satisfait ou déçu de ce que l'on a vu? Ou bien est-ce que l'on est satisfait ou déçu au regard de la décision que l'on a prise d'aller voir seul ou à plusieurs? Un film qui n'a pas répondu aux attentes qui étaient les nôtres au moment où l'on a pris la décision d'aller voir le film en question? Que signifie au demeurant, décider d'aller voir un film ou, ce n'est pas tout à fait la même chose, un film plutôt qu'un autre? Entre le début des années 1950 et la fin des années 1970, certains chercheurs à l'image d'Herbert Simon, Richard Sierre ou James March ont tenté d'imposer au croisement des sciences politiques et de la sociologie des organisations l'idée que la décision constituait un objet sociologique à part entière et méritait une attention singulière au point d'institutionnaliser voire d'autonomiser un courant de recherche centré sur la sociologie de la décision. Aujourd'hui, comme le rappelle fort bien un texte de Philippe Urfalino intitulé « La décision fut-elle jamais un objet sociologique ?» Les spécialistes de la chose ont remis profondément en question l'idée que la décision pouvait être un concept acceptable en sociologie, et ce à l'aune d'une critique nourrie de la rationalité qui vise à distinguer la décision en tant que processus, et la décision en tant que résultat, montrant par là même que le concept de décision recouvrait des faits trop différents pour être rassemblés sous une même réalité sociologique. Au reste, tenter d'analyser que ce qui nous conduit est à agir comme le résultat d'une ou de plusieurs décisions prises de manière rationnelle, ne peut nous conduire qu'à des apories sociologiques. C'est ce que nous révèlent avec une grande justesse les travaux de Niels Brunson et de Bengt Jacobson, 2000, qui prennent à revers le concept de décision pour nous montrer combien nos choix sont en réalité le résultat de soumission volontaire à des standards,
sorte de norme à portée universalisante jamais énoncée comme telle mais qui se révèle d'une efficacité redoutable dès lors qu'il est question de comprendre comment fonctionne un groupe ou un individu au sein d'un groupe. Ainsi, lorsqu'indécis on se rend au cinéma avec une bande d'amis pour passer un bon moment ensemble, il arrive fréquemment que l'on s'en remette à la caissière du cinéma pour choisir à la place du groupe le film à voir. La raison de cette délégation du choix à un membre extérieur au groupe peut paraître a priori irrationnelle. Cependant, elle relève bien de cette soumission à ce standard qui consiste à pouvoir, en cas de déception, critiquer ensemble à la sortie le choix de la caissière plutôt que de faire peser la critique sur un ou deux membres du groupe afin de maintenir l'unité du dit groupe pour le reste de la soirée. Si l'on est satisfait, en revanche, exit la caissière. Les conversations vont s'évertuer à la faire disparaître pour ouvrir si l'on est peu caricatural, sur un surenchérissement d'arguments plutôt centrés sur les prouesses techniques du réalisateur si l'on est un homme, plutôt centrés sur la qualité du récit si l'on est une femme. Ce petit exemple permet en quelques lignes d'approcher toute la difficulté qui existe pour comprendre ce qui façonne au fond la carrière de tout film qui est pris, on le voit, au milieu du réseau des relations sociales qui se tissent avant, pendant, après et parfois bien après son visionnage. Comme tout objet d'art et de culture, sa vertu première est de fabriquer du symbolique, de faire symboliser. Et c'est ce faire symboliser qui est au fondement de ce que l'on subsume parfois sous le concept de jugement. Ce même petit exemple nous aide à comprendre aisément qu'il n'est pas de jugement esthétique qui dépend strictement de l'esthétique de l'objet, en l'occurrence du film, que l'on juge, mais de l'expérience spectatorielle qui en découle. De plus, on peut se demander à juste titre si cette expérience spectatorielle est, comme d'autres expériences de notre vie, cumulative. Est-ce qu'elle nous est utile pour vivre d'autres expériences spectatorielles ? Est-ce qu'elle nous permet de mieux apprécier l'interprétation que l'on aura des films que l'on verra ultérieurement, ou des films que l'on a déjà vus et que l'on reverra ? Resterons-nous sur notre première impression ? Ou bien notre jugement s'affinera-t-il, se révisera-t-il, se ravisera-t-il ? Ce sont toutes ces questions passionnantes qui ressortent d'une sociologie de la réception en actes, et qui jalonnent ici l'ouvrage de Laurent Darmon. L'auteur nous fait voyager grâce à une érudition sans faille dans l'univers de ce que perçoivent, ou du moins de ce que disent percevoir, les publics de cinéma lorsqu'ils sont confrontés aux œuvres cinématographiques. Revisitant les grandes théories de la satisfaction, Laurent Darmon va nous conduire vers sa thèse, une thèse inédite, qui consiste à concevoir le film comme un objet culturel qui n'a de cesse d'être remodelé par le spectateur entre son premier visionnage, le plaisir ou le déplaisir qui s'y attache, et la représentation qu'il s'en fera par la suite, une représentation sujette à évoluer dans l'aventure mémorielle que le film va vivre dans la conscience de son public. Sans la rigueur qu'il a su insuffler à son travail, l'auteur nous aurait sans doute conduit vers des impasses multiples. Or, c'est tout le contraire qui se produit ici, et la lecture de cet ouvrage, non seulement nous apporte des réponses concrètes, mais nous ouvre également à de nouvelles perspectives quant à la manière dont le cinéma transforme notre condition de public susceptible de générer des standards diffus de perception, paradoxaux en ce qu'ils ont à la fois de personnalisants et de bien moins individualisants que tout spectateur singulier se plaît à le croire. Introduction générale. Stanley Kubrick relevait qu'une lecture religieuse de 2001, L'Odyssée de l'espace, 1968, était faite alors qu'il se considérait comme agnostique. Pour son film suivant, Orange Mécanique, 1971, le réalisateur anglais devait affronter la lecture fasciste qu'en faisaient certains. Avec Barry Lyndon, 1975, il s'étonna qu'une vision nihiliste fût attribuée à la fin de son film. Les réalisateurs ont l'habitude de dire que le film cesse d'être le leur quand il devient celui du public. Ils n'en maîtrisent plus l'interprétation qui en sera faite par les spectateurs au risque d'un éventuel écart entre le propos de ces auteurs et l'interprétation qui sera faite par le public. Le film, création d'une communauté productrice, devient dans l'espace public un objet symbolique insaisissable. Plusieurs interprétations et avis sur un film coexistent dans l'espace social. Aucun film ne fait l'unanimité quant à ses qualités, comme aucune interprétation ne saurait s'imposer à tous. En cela, le film correspond bien à une singularité. Un film a beau être disponible à tous, souvent vu par des millions d'individus, parfois en même temps,
il reste un objet singulier car comme l'indique Lucien Carpic 2007, chaque interprétation requalifie le produit. Le caractère reproductif de son support, davantage encore aujourd'hui qu'hier avec l'essor du numérique, amplifie sa dimension collective, mais ne change rien à sa singularité. Au contraire, le film s'inscrit par sa large diffusion dans un paradoxe social. Sa singularité se démontre par la multiplication des expériences qui en sont faites. C'est dans la multiplicité que la singularité du film s'affirme. Cette vie autonome du film n'est pas seulement une affaire de divergence de réception et d'interprétation entre des spectateurs différents. C'est également le résultat d'un parcours de la représentation de ce film, chez un même individu. Il est fréquent qu'un film attendu génère de la déception à ses spectateurs. À sa sortie, de nombreux spectateurs qualifièrent 2001, l'Odyssée de l'espace d'ennuyeux et de prétentieux. Il est plus que probable que la grande majorité de ces spectateurs se sont initialement déplacés au cinéma avec une image positive de ce film, sinon ils n'y seraient pas allés. Ils ont fait évoluer la représentation du film qu'ils avaient. Mais cette évolution peut intervenir éventuellement encore après la projection. Gene D. Phillips notait dans Stanley Kubrick Interview, les premières critiques, écrites pour les quotidiens et les hebdomadaires avec des délais très courts, jugèrent 2001, l'Odyssée de l'espace bien plus sévèrement que celle composée pour des mensuels qui avaient eu le temps de réfléchir au film. Même sorti de la salle, le public serait susceptible de voir son imagination et sa réflexion sollicitées par les images et idées du film. Ainsi un film continuerait-il à vivre, même lorsque la copie définitive est livrée au public. C'est cette évolution de la représentation du film que nous nous proposons d'étudier ici. D'abord, l'image de ce film imaginé avant d'être vu, celle d'un film fantasmé. Puis celle du film vécu pendant la projection, au double sens du terme. Et enfin celle du film souvenir qui intègre l'expérience du spectateur. On n'évoquera donc plus le film, mais la représentation du film. Car derrière ce terme de représentation, il y a des concepts différents. Une idée lorsque le spectateur cristallise son désir de le voir. Une sélection de ce que l'œil voit et l'oreille entend plus que ce qui est réellement proposé sur l'écran. Le souvenir du film et des sensations qu'il a générées. Dans aucun de ces cas, ce n'est du film dont il est question, mais bien d'un substitut, une image qui prend sa place dans la tête du spectateur. La représentation du film correspond à ce qu'est le film dans l'esprit du spectateur à un moment donné, un substitut qui s'intègre dans les processus cognitifs. Partant de ce concept, l'objectif de cet ouvrage est d'analyser l'évolution de ces représentations pour le spectateur et du jugement évaluatif qui en découle. Toute la difficulté d'une telle approche est de tenir compte que le spectateur est, comme tout individu, une personnalité à tiroir, pour reprendre l'expression de Laurent Thévenot. Il convient d'éviter les simplifications qui aplanissent la réalité. Le spectateur n'est pas un être toujours rationnel, mais il reste guidé par quelques grandes orientations qui donnent de la cohérence à son parcours. Il s'agira donc de présenter cet itinéraire qui développe les mécanismes en jeu, plus qu'un cadre théorique rigide qui enfermerait le spectateur dans des comportements prévisibles. Un aspect particulier de cette évolution constitue la déception du spectateur. C'est un parcours heurté pour celui qui vient au cinéma chercher du plaisir et en sort avec de l'insatisfaction. La satisfaction perçue n'est que le résultat normalement attendu d'une expérience cinématographique volontaire. On va au cinéma pour en attendre un bénéfice, social ou émotionnel. À l'inverse, l'insatisfaction et la déception ne constituent pas le chemin naturel attendu. Dans pareil cas, il y a décalage entre justement, la représentation du film avant la projection et après. La représentation de celui-ci peut être très floue lorsque le spectateur connaît bien peu de choses de ce qu'il va voir, mais qui sont attachées des promesses positives en termes de qualité. Même lorsqu'on n'attend pas grand-chose d'un film, on espère en tirer quelques bénéfices sociaux ou avoir une agréable surprise. Déception et insatisfaction ne sont pas la suite logique d'une expérience cinématographique, mais elles sont loin d'être inhabituelles. C'est pourquoi nous nous attacherons plus particulièrement à cet accident de la vie du spectateur et à son incidence. Au cinéma, les chances d'être déçus sont loin d'être négligeables dans la pratique des spectateurs.
Différentes études montrent un taux de satisfaction d'un peu plus de 75% aussi bien en France, Observatoire de la satisfaction, qu'aux États-Unis, enquête Nielsen mandatée par la MPAA. Même dans un questionnaire à la sortie des salles, où l'autojustification de son choix peut être privilégiée, près d'un quart des spectateurs reconnaissent avoir été déçus. Le consommateur rationnel se serait a priori rapidement détourné d'une pratique aussi peu sûre. Le cinéma survit correctement avec un public fidèle et plutôt cultivé. La fréquentation est tendanciellement en hausse depuis 20 ans et le nombre de films proposés en salle augmente significativement en France comme dans la plupart des pays occidentaux. Il n'y a même pas de remise en cause des dispositifs de production et de consommation, ni des dispositifs de coordination entre les deux. Le spectateur semble s'accommoder de ces déceptions périodiques. Choisir d'aller voir un film en salle est un acte banal. Voici un acte réalisé près de 200 millions de fois, tous les ans en France. Parmi les sorties culturelles des Français, elle s'inscrit parmi les plus courantes. Pourtant, dans une société de consommation et d'abondance, où les offres alternatives sont multiples, aller voir un film en salle est un arbitrage constant entre les contraintes et les envies. Tout individu est sollicité continuellement pour placer ailleurs qu'en salle l'argent de son éventuel ticket de cinéma, pour utiliser son temps à voir des films concurrents ou à faire autre chose. De plus, cet acte simple s'inscrit dans des univers de légitimité culturelle et de choix subjectifs qui interagissent. Le choix de voir un film en salle s'avère donc le résultat d'un chemin de consommation et un acte social particulier. Le film que l'on veut voir génère une envie que chacun expérimente régulièrement. À l'inverse, nombreux sont les films qui sont annoncés sur les écrans aux spectateurs potentiels qui n'y accordera que peu d'intérêt. Si les plus gros succès rassemblent plus de 5 millions de spectateurs en salle, plus de la moitié des films distribués n'atteindront pas 1% de ce seuil. De même, chacun a constaté qu'il n'avait pu voir des films pour lesquels il avait affirmé son envie et qu'au contraire parfois on se retrouve dans une salle à voir un film dont on attend pas grand-chose. Envie et choix ne coïncident pas dans une société où la rationalité économique des individus est pourtant continuellement sollicitée. Plus que l'intention, ce sont quelques traits de personnalité qui guideraient les choix du public de cinéma. De même, dans ce monde de rationalité, on ne peut pourtant qu'être étonné par la diversité des jugements sur un même film, dans le temps comme dans l'espace. Citizen Kane, 1941 Orson Welles, est le meilleur film du monde. Tel a été pendant plusieurs décennies le résultat des votes tant de l'American Film Institute que du British Film Institute. Peut-être, mais les votants aux Oscars de 1941 lui ont préféré Qu'elle était verte ma vallée, 1941 John Ford. À l'inverse, les 3 plus mauvais films du classement IMDb ont une moyenne de 1,5 sur 10, mais avec pour tous au moins 10% des votants qui ont mis la note maximum. Les commentaires montrent qu'on y retrouve ceux qui ont vu ces films au second degré mais aussi de vrais amateurs. D'une façon générale, il est bien rare de trouver une unanimité autour d'un film. Les spectateurs expriment sur des forums animés leurs divergences de points de vue. Finalement, la qualité d'un film pour le spectateur reste bien quelque chose de relatif. La satisfaction que procure un film au spectateur est le résultat de la rencontre entre l'individu et l'objet filmique. En tant qu'objet justement, le film est unique, gravé sur la pellicule et proposé pour une consommation partagée en salle afin de toucher le plus grand nombre. Il répond à sa définition courante de bien de culture de masse grâce à sa capacité à toucher, d'un point de vue économique comme d'un point de vue émotionnel, le plus grand nombre. Il est le plus souvent conçu pour plaire à la majorité, ses concepteurs offrant une intrigue linéaire et délimitée portée par des personnages simples à comprendre. Le spectateur, lui, est multiple. Il se caractérise par une histoire propre, une culture et des valeurs individuelles ainsi que par sa prédisposition du moment. Les études sur la pluralité des interprétations des biens culturels se sont multipliées à partir des années 60 et surtout 70. Les études prépondérantes, alors basées sur un modèle de communication de masse, laissent place à des analyses de la réception différenciées. La théorie de la légitimité culturelle d'une part et les cultural studies d'autre part ont affirmé, chacun à leur façon,
la lecture différenciée des œuvres culturelles selon un rapport à la culture dominante pour les uns et selon un système de valeurs propre à chaque culture pour les autres. Le débat sur l'autonomisation culturelle est encore actif, même si la plupart des études sociologiques montrent le poids du capital culturel dans la consommation des arts. Le spectateur apparaît donc comme la variable distinctive majeure pour étudier la satisfaction et l'insatisfaction liées à un film. La rencontre du film avec le bon spectateur se traduit par de la satisfaction. Bien évidemment, les qualités d'un film apparaissent déterminantes pour obtenir un nombre plus élevé de bons spectateurs, ceux qui aiment le film. Il ne s'agit pas de qualité qualitative, mais qualifiante. Elle qualifie la façon dont le film peut être perçu. Cette distinction entre qualité qualitative et qualifiante est fondamentale à l'approche méthodologique de la satisfaction. Elle correspond à la distinction entre l'approche sémiologique du film et l'approche des cultural studies. Dans la première, le sens vient du texte filmique, d'où sa dénomination également d'immanente ou contextuelle. La projection est assimilée à une communication du film, vue parfois uniquement comme la parole de son auteur, vers le spectateur. Le film, à l'origine du sens, est alors le sujet de l'étude sur sa perception par son public. Dans la seconde, il n'y a pas de sens inhérent au film et c'est donc le seul public, autonome, qui le lui affecte. Il y a alors autant de films que de spectateurs. Pourtant, le public n'est pas vraiment libre de son interprétation, enfermé entre des règles sociales de légitimité Pierre Bourdieu, des modèles d'interprétation, Roger Audin, des codes de lecture propres à une époque, H.R. Joss, ou encore des contraintes externes dans le processus communicationnel, Solworth. L'objectif de ce livre est de contribuer à la compréhension de ce qui constitue la satisfaction et la déception d'une expérience cinématographique, en approfondissant simultanément deux dimensions propres à chaque spectateur: la sensibilité des schémas personnels et l'évolution de la représentation du film dans le temps. Il s'agit donc de reconstituer la carrière d'un film dans l'appréhension que peut en avoir un spectateur quand il porte un jugement a priori et a posteriori. À l'heure où les producteurs construisent leurs films sur des recettes éprouvées, ou cherchent au contraire à apporter de la nouveauté au sein d'une production souvent perçue comme très homogène, l'avis des spectateurs trouve un écho souvent amplifié par les nouvelles technologies. La première partie vise à définir les modèles de constitution de la satisfaction au cinéma. Cela permettra de définir et de préciser les notions d'insatisfaction, de déception et de regret. Dans cette analyse générale, nous reviendrons donc préalablement sur les modèles théoriques existants et mettrons en avant le poids des schémas personnels dans ces approches. Dans la deuxième partie, nous approfondirons les particularités de la satisfaction et de la déception au cinéma lors des phases de réception et d'évaluation. Afin de respecter une méthodologie basée sur les processus, sera retenue une approche chronologique qui distingue l'avant, le pendant et l'après-projection du film. Le prisme des schémas personnels sera à nouveau privilégié dans chaque phase. Ainsi, nous examinerons comment les schémas issus de l'expérience cinématographique du spectateur lui permettent d'affecter au film à voir, une attente spécifique et un profil de risque, chapitre 1. Nous détaillerons comment les schémas personnels se confrontent au film pendant la projection, favorisant en particulier une certaine empathie avec les événements fictionnels, chapitre 2. Nous étudierons si les schémas constituent encore après la projection des points d'ancrage sollicités par la mémoire pour faire évoluer le jugement sur le film, et plus structurellement, des préférences, chapitre 3. Tout au long de cette étude, afin d'enrichir la réflexion et de tester avec plus d'acuité le modèle théorique proposé, nous nous appuierons sur des exemples pratiques en utilisant 3 univers d'observation. 1. La riche base de l'Observatoire de la satisfaction qui publie hebdomadairement l'écho du public marque déposée pour le magazine Écran Total. 2. Une enquête spécifique à cette analyse auprès de spectateurs interrogés à plusieurs reprises, c'est-à-dire avant, juste après et 1 mois après, et plusieurs mois après la projection du film Solaris de Steven Soderbergh, 2002. Ce film a été retenu au regard de la réception relativement contrastée qu'il a générée auprès de ses spectateurs et de ses évidentes grilles de lecture différentes, films d'auteur expérimental ou de science-fiction grand public par exemple. 3. Des avis d'internautes postés sur des forums qui bénéficient d'un anonymat propice à une parole spontanée.
Afin de garder au mieux l'intégrité des jugements, les textes sont repris sans correction de forme. À travers cette étude, il s'agit de présenter la carrière d'un film pour un spectateur entre sa découverte, sa visualisation et sa mémorisation. Le suivi dans le temps de cet itinéraire permettra de mettre en évidence le rôle des schémas sociologiques et culturels dans l'appréciation d'un film par son public. Partie 1. Les modèles de formation de la satisfaction. Aimé l'art a longtemps relevé d'une histoire de l'esthétisme qui a fait du bon goût une référence pour tous. Le beau exigeait la soumission de la subjectivité, Hegel. Ce fut longtemps une histoire de philosophie avant qu'au milieu du XXe siècle, la défiance envers les normes ne remette en cause l'esthétisme du bon goût. Depuis, hors du champ cinématographique, les travaux sur la satisfaction ont été riches. Les modèles d'analyse du comportement de l'individu, face à une expérience nouvelle, ont fait l'objet de nombreuses études principalement influencées par la psychologie cognitive. L'individu est perçu alors comme agissant en réaction de façon analytique. Mais à partir des années 80, un nouveau courant intègre des états affectifs et en particulier les émotions. Les études se concentrent alors davantage sur les émotions précédant l'expérience, en particulier face à la publicité, et moins pendant l'expérience de consommation elle-même. Dans le domaine des biens culturels, un mouvement, la sociologie de la réception, s'est dès le milieu des années 70 intéressé à l'expérience elle-même et au vécu différencié de l'individu par rapport à sa personnalité et à ses traits sociologiques. Une avancée importante sera constituée par les travaux de Hans Herjos et Wolfgang Isner mettant en évidence l'horizon d'attente du lecteur, en montrant qu'une œuvre est le résultat d'autres œuvres qui l'ont précédée tant dans l'espace de la production que dans celui de la réception. Ainsi, lorsqu'une nouveauté est distribuée dans le public, le lecteur ou le spectateur ont en tête d'autres œuvres qui forment un ensemble de normes et de standards de sa réception. Globalement, les théories de la satisfaction s'organisent autour de deux approches qui à la fois s'opposent et se complètent. Le paradigme de la disconfirmation des attentes. L'anglicisme disconfirmation correspond au terme français infirmation, a dominé l'analyse de la formation des attentes depuis le début des années 70. Une vingtaine d'années plus tard, la théorie de la divergence par rapport au schéma apporte une vision bidimensionnelle de la satisfaction-insatisfaction, et permet de développer les bases à un nouveau concept, le ravissement, delight, terme utilisé dès 1757 par Edmund Burke, issu de la surprise. Dans la théorie de la disconfirmation des attentes, il s'agit de comparer le jugement de l'expérience par rapport au niveau d'attente. Pour la théorie de la divergence par rapport au schéma, c'est le constat d'une différence avec ce qui était attendu qui crée une émotion positive ou négative. En bref, dans l'un, l'insatisfaction provient d'une expérience moins bien qu'attendue alors que dans l'autre, elle est générée par une difficulté à assimiler l'expérience au schéma anticipé. Ces deux approches guideront notre analyse de la satisfaction et des processus distincts de constitution de l'insatisfaction et de la déception. Dans un premier temps, nous allons porter un regard sur la satisfaction comme résultat d'un processus cognitif de comparaison basé sur les attentes préalables. Dans un deuxième temps, nous approfondirons des analyses qui ne prennent plus les attentes en référence, pour retenir la notion de ravissement, delight. Nous montrerons comment en découlent deux notions distinctes du déplaisir. La déception est le modèle de la DISCONFIRMATION des attentes. Dans la plupart des études, l'insatisfaction est perçue comme le pôle opposé à la satisfaction. Le seuil de distinction satisfaction-insatisfaction est constitué de l'attente préalable de l'expérience de consommation. Cette modélisation d'une satisfaction issue d'une comparaison entre les bénéfices perçus et les attentes préalables est formalisée dans la théorie de la disconfirmation des attentes. Anderson, 1973, Oliver, 1980. Dans ce modèle, les attentes confirmées apportent une satisfaction modérée. Les attentes dépassées, situation de disconfirmation positive, apportent une satisfaction forte. Les attentes non atteintes, situation de disconfirmation négative, apportent un ressenti négatif correspondant à la déception. L'attente correspond à l'évaluation du bénéfice final et du processus pour y parvenir. Cette notion d'attente ainsi définie
renvoie au concept de valeur globale perçue. La plupart des études se basent sur les attentes situationnelles, c'est-à-dire construites par l'environnement et non par l'individu. L'attente est alors générée par le discours qui entoure le produit, traduisant non pas le produit lui-même, mais le construit du produit dans un environnement, communication commerciale et influence interpersonnelle. Mais l'attente peut aussi s'appuyer sur des schémas que l'individu construit pour modéliser une réalité complexe, en tirant des règles de valeur à partir d'expériences cumulées avec des produits comparables ou dans des situations comparables. D'autre part, l'expérience peut être rapportée par d'autres personnes qui servent alors de référence. C'est l'incidence d'un certain bouche à oreille lorsque celui-ci provient de personnes dites de confiance. Les attentes du consommateur peuvent donc être fondées sur différentes normes. Ces normes peuvent provenir de l'expérience passée dans une situation comparable, par exemple le film précédent d'une franchise, d'un jugement d'équité interne, c'est-à-dire au regard des moyens investis, par exemple un film vu au cinéma en payant son billet à la place d'un film qui passait à la télévision. D'un jugement d'équité externe, c'est-à-dire au regard de la satisfaction d'autres individus, par exemple un film qui a connu un grand succès commercial, d'une performance idéale, par exemple un film qui parvient à divertir et enrichir en même temps pour celui qui motive ainsi sa sortie au cinéma. Il semble néanmoins nécessaire de distinguer les attentes qui sont liées à ce qu'on pense que l'expérience va effectivement apporter, de l'attente de ce que l'on voudrait qu'elle apporte. En effet, ces deux notions sont souvent confondues dans l'attente. On qualifiera les premières d'attente et les secondes de désir. Nous verrons que pour les biens d'expérience comme un film de cinéma, ces deux notions sont particulièrement présentes et répondent à des logiques distinctes. L'évaluation défavorable d'une expérience peut se traduire couramment par deux états différents, la déception et le regret. Chacun de ces états relève d'un rapport différent à la notion d'attente. La déception correspond à un état suite à une expérience qui fut moins bonne que ce qu'on attendait. Il s'agit de l'opposé de la satisfaction telle que décrite dans le modèle de la disconfirmation des attentes. Le regret correspond à un état suite à une expérience qui fut moins bonne que ce à quoi on aurait pu s'attendre, en faisant un autre choix. Le jugement de qualité de l'expérience n'est pas rapproché d'une attente directement liée à cette expérience, mais à une attente moins tangible attachée à d'autres expériences concurrentes. La déception apparaît cette fois non pas comme une attitude, mais comme l'évaluation d'une émotion. Ainsi, il peut y avoir déception sans émotion négative provoquée par l'expérience cinématographique elle-même si les attentes étaient très élevées. Les choix alternatifs ont un effet si les attentes sont insatisfaites, situation de regret, mais n'ont pas d'impact si ces attentes sont satisfaites. En fait, déception et regret représentent les pendants négatifs de deux types d'évaluation. La déception renvoie à l'approche relationnelle de la valeur, c'est-à-dire une valeur d'usage qui prend en compte tous les bénéfices retenus de l'expérience pour l'individu. Elle n'est donc ni totalement subjective, puisqu'elle dépend de l'objet de la déception, ni totalement objective, puisqu'elle est fonction de la personne déçue. Le regret renvoie à l'approche transactionnelle de la valeur perçue qui mesure l'écart entre les bénéfices perçus et les sacrifices perçus. La transaction n'est pas jugée par rapport aux apports positifs attendus, mais par rapport aux sacrifices, ceux-ci pouvant être le coût engagé, argent, temps ou d'autres bénéfices auxquels il a fallu renoncer au profit de celui de la transaction. FIG, distinction déception-regret. La consommation cinématographique présente plusieurs caractéristiques de nature à influer sur le processus de constitution de la satisfaction. La plupart sont propres aux biens culturels, mais avec des spécificités plus fortes encore pour le cinéma. Nous en retiendrons 4. Le film est une singularité. L'attente préalable ne peut se fonder sur un référentiel stable et l'expérience de consommation comprend un risque pour le spectateur. Le caractère singulier peut être tout particulièrement important sur un film, le cinéma jouant sur les dimensions orales, musicales, visuelles ainsi que sur le cadre et le champ hors champ avec un dimensionnement des moyens de production peu courant dans le domaine de la création. La fonctionnalité du film n'est pas tangible. La mesure de la performance est donc relative et subjective. Le plaisir esthétique est une caractéristique du domaine artistique, et la valeur symbolique est particulièrement forte.
La sortie au cinéma relève d'une expérience sociale. Dans le cas du cinéma, son accessibilité tant culturelle que pratique et financière par rapport aux autres sorties culturelles en fait une opportunité spécifique de partage. Le facteur temps est une dimension particulière de l'acte de consommation culturelle. Un film vu, c'est autant l'émotion de l'expérience cinématographique vécue pendant le film, que le souvenir de cette expérience conservée après la projection par le spectateur et l'image changeante de ce film dans l'espace culturel. Les concepts de singularité, de sociabilité et d'intangibilité du film s'accordent a priori difficilement avec l'opinion initiale et la comparaison des performances telles que la théorie de la disconfirmation des attentes les met en avant. Difficile de comparer ce qui ne peut être clairement défini. De plus, le film de cinéma affronte à chaque fois le risque de décevoir par son inadéquation conjoncturelle et structurelle aux attentes du spectateur. Mais décrire uniquement les films comme des prototypes serait masquer une dimension de la production cinématographique. Jean-Pierre Eskenazi 2007 montre que les schémas de production des œuvres amènent à créer des directives qui guident les attentes. Chaque œuvre se définit par son parcours historique, écrit-il. Les schémas de production amènent à construire des films reprenant des modèles récurrents, tant pour des raisons d'économie de production que pour rassurer un public qui veut limiter le risque de mauvaise surprise, ce qui facilite pour le spectateur le recours à l'expérience. Au cinéma, la promotion n'hésite pas à rappeler la filiation du film par le graphisme des affiches ou directement en rappelant la filmographie d'un acteur ou d'un réalisateur mais aussi d'un scénariste et d'un producteur, par le créateur de. Le spectateur a donc la capacité de construire des attentes sur la base de son expérience. Mais le spectateur intériorise cette double caractéristique singularité, banalisation. Il peut choisir son exposition à la promotion des films et donc son degré de préconnaissance des schémas que le film va mettre en jeu. S'il prend le parti d'en savoir peu, c'est que justement il veut privilégier la singularité du film. D'après une enquête de YouGov Omnibus, avril 2013, 49% des spectateurs américains jugent que les bandes-annonces révèlent trop d'éléments sur la nature du film. Certains spectateurs en salle vont jusqu'à se boucher les oreilles et se cacher les yeux pour ne pas subir les bandes-annonces au cinéma qui leur en dévoileraient trop. En règle générale, lorsque le spectateur sait à quoi s'attendre, par exemple pour un film de franchise ou l'œuvre d'un réalisateur apprécié, il préfère en savoir le moins possible. Et s'il ne parvient pas à porter un préjugement, il va généralement chercher à le catégoriser, le rendre moins singulier en le rattachant à un type de production qu'il connaît. Ainsi le spectateur reconnaît-il bien cette singularité, mais il a tendance à l'altérer pour construire son attente. Cela confirme à quel point, même au niveau de la réception, à l'origine d'un film, il ne peut y avoir qu'un autre film. L'analyse de la satisfaction implique donc d'étudier cet autre film. L'insatisfaction est le modèle de divergence par rapport au schéma. Dans la théorie de la divergence par rapport au schéma, ce qui compte n'est plus la comparaison à l'attente de qualité-utilité de l'expérience, mais le traitement des divergences. Cela reste un processus comparatif par rapport à une attente, mais le consommateur mène ici un travail d'assimilation des différences, alors que précédemment il effectuait un travail cognitif de comparaison. La confrontation des attentes et du résultat est fortement contingente de phénomènes d'attribution. Ainsi, un résultat décevant ne créera-t-il pas d'insatisfaction si on a le sentiment qu'il est accidentel, alors qu'elle sera forte si on pense que cela risque de se reproduire. Certaines attentes sont perçues comme légitimes. Satisfaction et insatisfaction sont justement fondées sur des structures non homogènes, ne s'opposant pas l'une à l'autre. L'existence de 3 types de critères de performance explique cette dichotomie entre satisfaction et insatisfaction. Les critères bivalents de satisfaction, les critères monovalents de satisfaction et les critères monovalents d'insatisfaction. Les critères bivalents impactent, selon leur sens, aussi bien la satisfaction que l'insatisfaction. Les critères monovalents sont de nature à impacter soit la satisfaction, soit l'insatisfaction. Dans le cas d'un spectateur de cinéma, il considérera couramment les bruits de ses voisins comme un critère monovalent d'insatisfaction. L'absence de nuisances de ce type n'apporte pas de satisfaction pendant l'expérience cinématographique. Au contraire,
Ressentir une émotion positive qu'il n'attendait pas est plutôt un critère monovalent de satisfaction. La distinction entre la satisfaction et l'insatisfaction ainsi que l'impact de l'effet de surprise ont guidé au développement d'une théorie non plus basée sur la satisfaction, mais sur l'enchantement, c'est-à-dire une émotion positive qui n'est plus directement corrélée aux attentes. La notion de schéma est au centre de cette approche théorique. La notion de schéma est empruntée au concept développé par les cogniticiens dès les années 30, pour expliquer le fonctionnement de la mémoire et les réactions par rapport aux souvenirs. Frédéric Bartlett, 1932, qui est à l'origine de ce mouvement, la définissait comme une organisation active des réactions et expériences passées, qui est supposée être opérationnelle par l'organisme si besoin. Ils sont essentiels pour mémoriser et traiter une information. Ce traitement passe par deux phases, l'objectivation puis l'ancrage. Moscovici 2003. L'objectivation permet de rendre concret ce qui est abstrait, grâce à un processus de structuration basé sur la constitution d'un schéma. L'ancrage correspond à un processus de familiarisation par rapport à un réseau de représentations existantes. Il y a donc successivement un travail de schématisation de ce qui est vu, ou perçu et de comparaison au schéma connu. Le schéma est au centre de l'analyse cognitiviste. David Bordwell, 1985, en a fait un élément central de sa théorie de l'interprétation et de la compréhension du film. Pour lui, il y a 4 grandes catégories de schémas mobilisés par le public de cinéma. Les schémas génériques, catégorie schémata, qui décrivent les attendus stylistiques ou scénaristiques. La première segmentation concerne la distinction entre les schémas propres aux films de fiction et aux documentaires dont les traits formels, la rhétorique et l'utilisation des liens causaux diffèrent. Les schémas prototypaux, prototypes schémata qui permettent d'identifier aisément un personnage, une action ou un lieu. Il existe souvent des préjugés attachés à des groupes sociaux qui permettent de caractériser rapidement les personnages comme l'a montré une étude canadienne, Roberts et MacDonald, 2000. Elle mettait en évidence un préjugé plus neutre pour un Asiatique aux actions ambiguës que pour une personne blanche dans la même situation, les chercheurs rapprochant cet écart de perception du schéma d'Asiatique généralement travailleur et sérieux. Les schémas patrons, template schémata qui correspondent aux structures narratives de référence. Les schémas procéduraux, procedural schémata, qui sont des protocoles de lecture pour classer l'information, et notamment les schémas prototypaux et patrons, afin de structurer ces éléments de façon logique et selon une utilité fonctionnelle. Au cinéma, le schéma patron permet d'établir les liens causaux qui forment l'histoire, alors que le schéma procédural est à la base de la narration en favorisant la perception de la suite continue des événements successifs. Toute divergence avec les schémas connus serait donc de nature à remettre en cause le schéma interprétatif retenu, et cette divergence relève de l'émotion de surprise. Mais en pratique, l'individu accepte que les contraintes du schéma puissent varier tout en relevant d'une situation normale. Van Damme, 2001. Cette variabilité acceptée dépend de l'individu, rigidité d'esprit et de son expérience, volatilité observée précédemment. La subjectivité du schéma tient donc tant du schéma lui-même, que de la façon dont ces contraintes sont considérées comme rigides. Il n'y a donc surprise que lorsqu'il y a écart avec une situation normale, celle-ci étant plus ou moins large selon les individus. À schéma sollicité équivalent, certains relèveront de la surprise lorsque d'autres jugeront la situation normale. Mais la notion de schéma va plus loin. Elle permet de faire le lien entre le film et le spectateur. C'est David Bordwell, 1989, qui apporte sans doute la plus grande contribution à la compréhension du rôle déterminant et du fonctionnement complexe de ces schémas. Il rappelle que affirmer que le sens est inclus dans le texte correspond à réifier ce qui n'est que le résultat d'un processus. La compréhension et l'interprétation d'un texte littéraire, d'une peinture, d'une pièce de théâtre ou d'un film constituent des activités pour lesquelles le sujet de la réception-perception joue un rôle central. Le texte est inerte jusqu'à ce que le lecteur, l'auditeur ou le spectateur en fasse quelque chose. Les données sensorielles disponibles du film fournissent le matériel à partir duquel des processus inférentiels de perception et de cognition produisent du sens. Le sens n'est pas trouvé mais fabriqué.
C'est pourquoi aux références culturelles mises en avant par Hans Serjos et Roger Audin, il convient d'ajouter au schéma les références sociologiques du spectateur. Ces schémas, organisations basées sur des invariants cognitifs, se construisent à différents niveaux d'abstraction. Peter Woos, 1995, poursuit les travaux de David Bordwell dans le champ cinématographique et propose de s'inspirer d'un modèle ternaire à la prégnance croissante en distinguant perception, concept et stéréotype. La perception. Pour Woos, les structures de type perceptif sont perçues pendant le film grâce à un jeu de répétition thématique et d'identification de configurations homogènes. Quand la thématique d'un film est peu implicite, il appartient au spectateur de repérer des schémas perceptifs par une appropriation cognitive au fil de la projection, faute de liens causaux explicites. Les films de Peter Greenaway ou David Lynch jouent sur ce niveau perceptif. Les schémas sont repérés par le spectateur, mais sont peu réutilisables pour d'autres films. D'une façon générale, si le cinéma classique décrit la réalité comme une cohérence tacite entre les événements, le cinéma d'auteur remet en question cette cohérence en montrant des actions qui n'entrent pas directement dans la ligne narrative implicite. Les concepts. Ces structures préexistent au film et peuvent donc être directement utilisées par la pensée. Le spectateur fait appel à sa mémoire pour les repérer consciemment. Par exemple, un film comme Eyes Wide Shut, 1999, Stanley Kubrick, ne peut s'appréhender dans sa thématique que si la notion d'usure du couple veut dire quelque chose pour le spectateur. Les stéréotypes. Le stéréotype provient d'un usage fréquent. Contrairement aux deux autres niveaux d'abstraction, il correspond à une convention formelle ou informelle. Il permet des raccourcis pour raconter une histoire qui crée souvent une connivence entre le film et le spectateur. Ce dernier est en terrain connu, et peut donc se laisser plus facilement guider pour donner du sens et anticiper la narration. Les genres se nourrissent de clichés, voire se définissent par eux comme dans le cas du film noir américain ou de la comédie musicale bollywoodienne. En soi, le traitement des stéréotypes peut aboutir aussi bien à une redondance croissante qu'à une innovation, car si ces stéréotypes sont préfabriqués et prévisibles, leur combinaison peut s'avérer nouvelle et originale. Woos, 1995. À ce titre, Quentin Tarantino s'est fait une spécialité d'en jouer en impliquant un regard ironique. La compréhension et l'interprétation d'un film fonctionnent par heuristique, c'est-à-dire en appliquant une approche inférielle consistant à émettre des hypothèses et évaluations successives que le spectateur teste pendant la projection. Par un savant jeu de validation et de modification des hypothèses, il construit sa vision du film qui devient éminemment personnelle. Les schémas identifiés l'aident à cette construction. Le spectateur demeure néanmoins en difficulté pour utiliser ces schémas au cinéma. Chaque film se veut à la fois un prototype unique, différent de ce que le spectateur a déjà vu, et la suite d'une production existante et connue du spectateur. Le spectateur sait qu'il voit quelque chose de nouveau et c'est souvent ce qu'il recherche, mais en même temps il a besoin des schémas pour comprendre et assimiler ce qu'il voit. C'est toute la difficulté pour un public de découvrir un nouveau cinéma. Le cinéma de genre par les non-initiés, le cinéma européen par des Américains ou un film d'auteur avant-gardiste par le grand public populaire. Nous donnerons ci-dessous quelques exemples de nature différente pour traduire que la notion de schéma se joue à différents niveaux, du signifiant au signifié. 1. Concernant le signifié. Au moment de sa première exploitation, Le Voyeur, 1960, Michael Powell, sort du schéma traditionnel du héros positif qui facilite l'empathie du spectateur. La majorité des spectateurs ressentent alors une difficulté pour adhérer au film. Le développement dans les années 2000 d'un cinéma plus sombre et de séries télévisées aux héros négatifs va permettre au public de redécouvrir ce film avec un nouveau schéma et de le réhabiliter. Ainsi, alors que systématiquement, les films des années 50 et 60 sont préférés des spectateurs les plus âgés, ce film de Michael Powell est davantage apprécié des spectateurs plus jeunes. 2. Concernant le signifiant. Des choix de mise en scène peuvent ne pas correspondre à l'idée que le spectateur se fait des schémas du genre. Dans l'exemple ci-dessous concernant Watchmen 2009, Zack Snyder, le spectateur indique clairement avoir été déconcerté et explique sa déception par une mise en scène, musique, rythme, linéarité du montage, inadaptée à son attente pour ce type de film. Harry Carr, homme 36 ans.
le reste complètement space avec une bande-son objectivement pas dégueu mais utilisée à côté de la plaque. Assez curieux pour un blockbuster de super-héros, mais objectivement c'est bien raté. Très peu d'action et rythme lent, ce qui là aussi pour un blockbuster de super-héros est peu courant. La surprise relève d'un rapport particulier à la notion d'attente, mais n'implique pas forcément une évaluation négative de l'expérience. Sa valence est neutre, et ce sont les émotions simultanées qui attribuent une tonalité positive ou négative. Dans le cas de la consommation cinématographique, les attentes peuvent être floues voire inexistantes. D'où la distinction nécessaire entre la surprise et la nouveauté. La surprise est générée par une attente mal anticipée. L'attente est relativement précise, mais elle est contrariée. Quant à la nouveauté, elle provient d'un phénomène inattendu ou qui n'a pu être anticipé car l'attente était trop imprécise. La surprise est susceptible de provoquer une stimulation intellectuelle plus forte et peut, par un réflexe de défense, être perçue comme plus menaçante que la nouveauté. Au cinéma, si le spectateur admet qu'un genre puisse sortir de certaines figures de style ou stéréotypes, il relèvera de la nouveauté par l'absence des clichés du genre. Si pour lui un genre suit des règles très précises, il sera surpris de découvrir une exception au standard. Surprise et nouveauté s'intègrent donc bien dans un modèle de divergence par rapport au schéma théorique. Les deux concepts ne traduisent alors que la force des contraintes du schéma anticipé. La surprise se distingue également de la disconfirmation, notion mise en avant par les modèles de constitution de la satisfaction. La disconfirmation concerne également des éléments mal anticipés, mais la disconfirmation implique un jugement de valeur des effets qui lui sont attachés alors que la surprise peut être neutre. De plus, il ne peut y avoir disconfirmation lorsqu'il n'y a pas d'attente alors que la surprise reste possible. Enfin, la surprise est une émotion éphémère alors que le concept de disconfirmation est le constat d'une différence entre le schéma préalable et la situation constatée. On distinguera donc disconfirmation et surprise, en admettant que la deuxième peut renforcer la première. La surprise a un impact sur la satisfaction, notamment en influençant les émotions ressenties. Les travaux sur la mémoire ont également prouvé que la nouveauté permet un meilleur encodage des informations, qui s'avère a priori favorable au travail de perception-réception d'un spectateur au cinéma. L'effet de la surprise sur la satisfaction a été appréhendé dans des approches cognitives et émotionnelles. Dans l'approche cognitive, l'effet de surprise a un impact sur la déception et la satisfaction, car un écart important entre l'attente et le résultat amène à exagérer le ressenti de cet écart. C'est la théorie du contraste. Mais si cet écart est faible, l'individu aura tendance à l'assimiler par un phénomène d'acceptation. La déception potentielle peut donc être éliminée si les attentes ne sont pas trop fortes. C'est la théorie d'assimilation du contraste. Ces deux effets sont donc de nature contradictoire. D'autres recherches se positionnent plus ouvertement dans une dimension plus émotionnelle. Elles défendent que la surprise crée un effet amplificateur sur les émotions, car elle crée un effet d'activation qui se poursuit lorsque les émotions qui suivent la surprise adviennent. Il y a alors fusion des émotions, pour générer une réaction plus forte que celle naturellement produite. La théorie relative à la valeur informationnelle des réactions affectives, affect à information view, suppose quant à elle une influence des émotions sur le jugement. C'est d'autant plus vrai lorsque l'approche du jugement est heuristique, et non scientifique ou basée sur l'observation des faits, comme c'est d'ailleurs le cas pour la consommation culturelle. La surprise joue non seulement un rôle immédiat d'activation directement favorable à la satisfaction, mais elle permet également une meilleure mémorisation, ce qui est également un élément propice à améliorer le jugement de l'individu. Par opposition, qualifier un film de aussitôt vu, aussitôt oublié correspond à porter un jugement négatif. Nous retiendrons désormais le terme d'insatisfaction pour évoquer l'état d'inconfort généré par une surprise, dont la valence est négative compte tenu des émotions qui l'accompagnent. FIG. Lien divergence par rapport au schéma et insatisfaction. Effet indirect de l'expérience. L'individu conscient de ce phénomène d'amplification de la surprise peut être à sa recherche et donc réduire les informations qui pourraient l'amoindrir. Les informations ayant une influence sur les attentes,
La modération dans la recherche de celle-ci impactera les attentes et donc la satisfaction. Ceci explique que certains cinéphiles évitent les bandes-annonces pour conserver une plus grande innocence pendant les films et conserver une plus grande capacité à être surpris. Mais plus que la surprise elle-même, c'est le sentiment de nouveauté qui est important. Le spectateur peut revoir un même film et y trouver toujours du plaisir. Dans ce cas, il n'y a plus de surprise ni de nouveauté. Pourtant, le spectateur est marqué par sa première impression par effet de nostalgie, c'est alors un souvenir de nouveauté. Cela explique pourquoi certains remakes sont parfois mal perçus par ceux qui ont vu l'original. Ils n'attribuent pas au nouveau film ce souvenir de nouveauté qui reste lié à l'œuvre originale. Cette réaction à propos de Psycho, Gus Van Sant, 1999, remake de Psychose illustre ce propos. On citera cette critique, ce n'est pas un remake, c'est une décalcomanie. C'est donc totalement, définitivement inutile, un truc de débile, indique à propos de ce film François Forestier du Nouvel Observateur. À l'inverse, il peut y avoir des œuvres innovantes dont la nouveauté n'est pas perçue par une partie du public. Si le niveau d'application du schéma est trop global, il ne permet plus d'identifier les aspects innovants. Ainsi un spectateur peut-il ignorer la nouveauté d'un film dès lors qu'il l'a catégorisé comme art et essai, ce qui correspond déjà pour lui à quelque chose de connu. Il considère ce type de film comme ennuyeux et valide rapidement ce schéma conforme à sa croyance. Après avoir analysé chacune des approches dominantes, nous allons revenir sur la cohérence de ces deux modèles entre eux avant d'approfondir leur application à l'expérience cinématographique. La cohabitation des deux MODELES. D'un point de vue conceptuel, les modèles de la disconfirmation des attentes et de divergence par rapport au schéma sont comparables. Ils sont basés sur des croyances qui constituent des standards de comparaison, une attente dans un cas et des schémas dans l'autre. Pourtant, dans les deux approches, l'impact de la divergence par rapport aux standards de comparaison, attente ou schéma, se traduit par des effets différents voire contradictoires. Dans le modèle de la divergence par rapport au schéma théorique, la satisfaction augmente avec un écart modéré au schéma retenu, mais elle diminue fortement si cet écart devient trop important pour s'accommoder au schéma initial. Face à une divergence trop importante, il y a une difficulté d'assimilation. La forme de la relation entre satisfaction et attente schéma est une courbe en forme de U inversée partielle après une base plate à cause de la rigidité des contraintes des schémas, Van Am, 2002.1. Dans le modèle de la disconfirmation des attentes, la satisfaction progresse lorsque la qualité observée est plus haute que celle attendue alors qu'elle régresse lorsque la qualité observée est inférieure à celle attendue. Plus l'écart aux attentes est important, plus la satisfaction-insatisfaction s'écarte de la position neutre. La forme de la relation entre satisfaction et attente schéma est une courbe en forme de U en rotation à 90 degrés avec une base plate, selon la théorie d'assimilation des contrastes, et une augmentation accélérée de la satisfaction-insatisfaction, mise en évidence par la théorie du contraste. Les schémas ci-dessous montrent les dynamiques différentes de ces deux modèles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.